c'est moi. Elle est parfaite. C'est mon perso, c'est ce que j'aimerais être. Ça, du coup, ça s'appelle un badge. Et ben, les gens, ils nous reconnaissent. Parce que ben, souvent, les gens, ils connaissent pas notre tête. Ils connaissent notre personnage et notre pseudo. Quand je la mets, je deviens mon personnage. Il est assuré, il est fier de lui. Mais c'est clair et net qu'on perd beaucoup en dextérité. On perd en vue. Tu me vois pas là? Là, je te vois. Ah, parce que tu vois pas entre les deux. Ouais, là, je te vois pas. Les gens, souvent, ils portent des masques pour ben, faire des trucs qu'ils se permettraient pas sans le masque. Et maintenant, on a extrêmement chaud. Waouh, regardez, c'est des adultes qui s'habillent en animaux. Bah ouais. Et alors? Ces adultes qui s'habillent en peluche géante, ce sont les furies. Leur truc, c'est la passion pour les personnages anthropomorphiques, c'est-à-dire des animaux avec des caractéristiques humaines. Née dans les années 80 aux États-Unis, cette subculture fait l'objet de beaucoup de fantasmes et de moqueries. Dans les médias, par exemple, elles ont souvent été présentées comme des personnes bizarres, marginales ou réduites à du fétichisme sexuel. Do you have a name, Miss... My friends call me sexy. Oh, lucky you. Alors j'ai voulu m'intéresser aux furies autrement pour aller au-delà des clichés, parce que ce qui caractérise cette communauté, le fandom comme ils l'appellent, c'est leur créativité. Contrairement aux adeptes du cosplay, par exemple, ils inventent leurs personnages de toutes pièces, leur donnent une histoire, un look, une existence propre. C'est une communauté en plein essor depuis quelques années et qui attire de plus en plus de personnes de la communauté LGBT. Pour mieux comprendre leur univers, je suis d'abord partie à Toulouse pour rencontrer Leïla, 27 ans, alias Ellie. Ellie, c'est ce truc. C'est mon personnage dans le fandom Fury. Et Leïla, eh ben, c'est moi, comme je suis. C'est deux facettes d'une même pièce. Passionnée d'art anthropomorphique, elle travaille en tant qu'illustratrice pour la communauté. Elle dessine les alter-ego animaliers, ce qu'on appelle les fursonas, qui sont souvent une sorte de projection d'un idéal de soi. On me demande aussi bien des oiseaux que des chiens, des chats, des crocodiles. C'est tout un zoo qu'il faut dessiner avec chacun leur personnalité. Les gens, ils y ajoutent tous leur petit grain d'originalité. C'est super satisfaisant quand les gens ils viennent te voir en tant qu'artiste spécifiquement pour avoir ton style artistique. Un dessin de toi. Des fois, ils ont une histoire, leur perso, du coup, ils sont super fiers de me dire que oui, mon perso, c'est un chevalier. Et après, là, j'aimerais bien qu'il revienne d'une bataille ou d'un truc comme ça. Il est fatigué et tout. Et du coup, nous, en tant qu'artistes, ben, on essaye d'arriver à aider la personne à illustrer son imaginaire et c'est cool. Dans ses dessins, Ellie s'inspire de la culture japonaise et des mangas, auxquels elle ajoute une touche personnelle très colorée. Quand je suis allée la voir, une de ses amies lui avait commandé une illustration de Fennec empathique. Ça, c'est son perso. Donc, comme tu vois, elle me l'a envoyé et tout. Et là, par exemple, tu vois Sneeze Sparks. Donc, quand elle éternue, elle fait des étincelles de feu. Déjà, quand on a ça, on voit une personnalité. Son perso, il a un thème du feu. Du coup, j'ai rajouté un peu des petites flammes autour. Elle sait ce qu'elle veut. C'est une femme forte. Elle a peur de rien. C'est pour ça que j'aime bien les cils un peu mi-clos, avec un petit sourire en mode personne ne peut me juger, je m'en fous des autres. Ouais. Créer un personnage, c'est souvent un acte dans le fandom qui n'est pas anodin, parce qu'on y met beaucoup de sensibilité, on y met un certain passif, on y met un imaginaire. Et mon personnage, à l'époque, c'était un imaginaire vachement mélancolique, qui regrettait des choses, qui était en attente d'amour, qui était en attente de validation, etc. Ah bah là déjà, mon père a quitté ma mère et j'ai très mal vécu la séparation. J'étais en grosse dépression, j'allais plus en cours, j'ai fait une grosse phobie scolaire. J'arrivais pas à me faire des amis, je me sentais pas comprise, j'arrivais pas à m'exprimer. Pour le coup, le fandom, c'est ce qui m'a permis de sortir, de m'ouvrir, de m'apprendre des trucs, la vie, de montrer d'autres villes, rencontrer des gens, faire la fête. Et c'est ce qui fait que maintenant, bah, je suis joyeuse et que tous ces mauvais moments, ils sont derrière moi. Et maintenant, mon nouveau perso, il y a derrière moi, ici, c'est justement un personnage qui n'attend rien de personne parce qu'il a besoin de rien et personne, qui est pétillant, qui est plein de vie, qui fait la fête. Mais c'est clair et net qu'il y a ce côté, pour beaucoup dans le fandom, de... Ça s'est pas super bien passé à un moment de leur vie et le fandom les a aidés. Allez copines. Bonsoir. Et demain. Bonsoir. Et de deux. Enchantée. La lumière. Oh. Ma meilleure amie. Bonjour. La plupart de mes potes, déjà on se parlait sur internet, mais vraiment quand on s'est vu en vrai, on s'est adoré et depuis on s'est pas lâché. Je pense surtout ce que les gens ils recherchent dans le fandom, c'est des liens.
C'est des connexions avec des gens qui les comprennent, qui les jugeront jamais et qui les aimeront pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils laissent paraître et tout. Et genre rien que pour ça, franchement, c'est la meilleure communauté. Les gens, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, nous, on est heureux et puis ils niquent les rageux. Genre. Hey. Celle de Imalou, Léa, c'est celle-là. Hop, c'est la orange. La mienne, forcément, c'est celle-là, avec l'énorme bédo. Et celle de Bad, c'est celle-là. Voilà. C'est celle qu'on a fait, du coup, c'est ces trois-là. Dans la vie de tous les jours, dans la rue ou autre, je peux pas être totalement Ellie. Et il y avait que dans le fandom, sur Internet et dans les conventions où je pouvais être Ellie. Donc c'est même plus qu'un échappatoire, c'est une façon de s'exprimer, c'est une façon d'être qui on est vraiment, au final, et qui on a choisi d'être, surtout. Le fandom Fury s'est développé au milieu des années 80 dans des rassemblements de fans de BD, de comics ou de science-fiction, comme le Comic-Con. Ils forment rapidement un groupe à part, au point de créer leur propre convention, la Confurance, au sud de la Californie. C'était un espace de fête et d'échange autour de l'art anthropomorphique, loin du puritanisme américain de l'époque. En créant ces personnages, cette communauté s'autorise à explorer toutes les facettes de l'identité de leur avatar, y compris leurs préférences sexuelles. D'ailleurs, d'après le Fur Science, un groupe de scientifiques eux-mêmes Fury, en 2018, 80% de la communauté se considérait comme des personnes LGBT. Dès ses débuts, des personnages de BD érotiques ont inspiré le fandom. C'est le cas par exemple du comics Oma the Cat Dancer sur une féline bisexuelle. Et même s'il est secondaire, c'est cet imaginaire sexualisé sur lequel se sont concentrés les médias et la culture populaire, ce que regrettent encore aujourd'hui les Fury. On a une image d'excité sur les animaux, de gens vraiment obscènes. On va être considérés comme des gens qui n'arrivent pas à s'instaurer dans la société, qu'on est un peu trop différents, que c'est dangereux pour les familles. On n'est pas là pour faire peur aux gens, quoi. Oui, c'est de les amuser. Malgré cette médiatisation négative, la communauté Fury n'a pas arrêté de grandir. Les conventions se sont multipliées aux États-Unis, au Canada et en Europe. Je me suis rendue à l'une d'entre elles, à Lyon, la Fauntastique, qui réunissait près de 500 personnes. Allô, Trex. C'est un peu comme un gosse qui va dans Disneyland, quoi. C'est « Oh, trop bien ah, ah. !» Sur place, on se rend compte de l'importance de l'art anthropomorphique avec toute une salle dédiée à la vente de peintures, de costumes, qu'on appelle les fursuits, et de tout un tas d'objets liés à cet imaginaire. J'ai croisé de nombreux artistes Fury comme Taka. Il travaille en tant que photographe de mode à Paris, mais sa vraie passion, c'est prendre des photos de Fury. T'as un chat, on te dit de ne pas toucher à ce verre-là. Tu ne le renverses pas, mais toi t'es en mode non, je m'en fous, je le fais quand même. Ok? Super, ouais, parfait. Excellent. Nickel. J'aime bien jouer avec la lumière, jouer avec les choses physiques, rencontrer des gens. Même si je suis quelqu'un de timide, avoir un appareil photo dans les mains, ça m'aide vraiment à sociabiliser avec les gens. Les photos que je fais dans mon milieu pro, c'est pour vendre des choses, vendre des produits, vendre des services. Il y a l'aspect monétaire dedans. Les photos Fury, pour moi, c'est plus dans le feel good. Est-ce que tu pourrais peut-être remonter un peu? Plus vraiment le côté artistique où je peux me permettre d'exprimer une pensée, un feeling, une histoire. Ça peut marcher aussi. Je veux pas vendre de choses, je veux juste représenter une personne, un personnage, un univers. Je me permets d'explorer de nouveaux styles, de nouvelles façons, ne serait-ce que de jouer avec la lumière, de jouer avec les poses, de jouer avec les personnalités des gens. Si j'arrive à montrer après dans la photo que j'ai réussi à capter la personnalité de la personne et qu'on voit aussi dans la photo que cette personne a été suffisamment à l'aise pour poser devant moi, pour moi, dans mon cas personnel, c'est une photo réussie. Lui, c'est Arson, et c'est par la découverte de l'univers Fury qu'il a accepté sa transidentité. Il m'a donné une interview en Fursuite parce qu'il n'a pas encore fait son coming out. Par rapport à mon genre, oui, je trouve que c'est plus facile d'assumer avec ce costume plutôt que sans. Donc j'ai voulu prendre des espèces un peu agressives, le dragon, le requin, ça fait quand même un petit peu plus peur qu'un chien. Donc j'ai pris ces espèces-là pour que ça aille avec ce qu'il est et ce que je suis un peu aussi.
Chaque fursuit est unique et intègre toujours des détails qui en disent long sur la personne qui la porte. On appelle celles et ceux qui les fabriquent les furbuilders, comme Niamyu, experte pour reconnaître ces symboles. Alors moi, je vois une personne qui a l'air d'avoir de l'assurance en soi, et aussi ce petit côté un petit peu vénère, un petit peu rebelle, qui veut montrer une autre facette de ce qu'il est à l'intérieur. C'est pas faux. Pour commencer, quand la personne elle arrive avec son illustration, je la redesign sous mon propre style. Je commence à sculpter, alors moi je fais de la modélisation 3D. Petit à petit, ça crée le personnage. Que c'est quand même beau de voir une illustration qui passe à grandeur nature et qui peut être portée et s'amuser avec tous les jours, quoi. Plein de très belles fursuits. Arsène a 21 ans et est étudiant en école d'art à Paris. Il y a 4 ans, il cherchait une communauté ouverte aux personnes queer et c'est comme ça qu'il a découvert les Furies. La fursuit et le fursona, ils devancent un peu mes avancées parce que le fursona permet de projeter en fait ses envies et ses expérimentations avant de se dire « Ok, c'est ça que je veux ». Si par exemple je donne à mon fursona des cicatrices de mammectomie, je vais avoir le temps de me dire « Ok, je le vois bien sur ce personnage, je le vois bien sur moi ». En arrivant dans le fandom Fury, je savais déjà que je voulais être un homme, mais je ne savais pas du tout comment. Et j'avais très très peur des opérations et des changements sur les hormones, etc. Ça m'a permis d'explorer et de voir différentes personnes qui étaient par exemple à certaines étapes de leur transition, voir ce que ça leur changeait dans leur corps, dans leur façon de parler. Ça m'a permis de mieux voir où est-ce que moi je me situais dans tout ce spectre. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux Furies, je n'avais pas pensé qu'un personnage imaginaire pouvait à ce point influencer l'identité de ceux qui le créent. Mais au fond, c'est peut-être pour ça que leur créativité est une clé pour comprendre leur communauté. C'est en repoussant les limites de leur imagination qu'ils arrivent à se réinventer eux-mêmes et créer un univers qui les accepte. Le fandom, pour le coup, ça a aussi été créé par des gens qui ne se sentaient pas à leur place, qui avaient besoin d'exprimer leur orientation sexuelle ou leur genre et tout. Et c'est un endroit où des personnes qui n'osent pas parler de ça dans la vie de tous les jours, ils osent beaucoup plus.